monde. Merci beaucoup pour ce Hilmi. Je remercie les organisateurs d'avoir mis dans l'agenda ce thème qui est extrêmement important. Mais c'était une colle parce que pour faire les embryophytopathies en 20 minutes, ce n'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, je vais survoler brièvement l'essentiel, sachant que ce thème s'apprête plus à un atelier qu'à une conférence. Je souligne que je vais parler des embryophytopathies infectieuses, parce que les embryophytopathies, c'est très vaste. En fait, les infections materno-fœtales représentent 2 à 3% des causes des malformations congénitales. Les atteintes varient selon le moment d'infection que nous savons tous, et lorsque ça atteint l'embryon durant les premières phases de développement, c'est là où il y a risque vraiment de malformation congénitale, mais malheureusement, même par la suite, il y a risque de dysmaturité et d'atteinte fonctionnelle des différents organes. J'ai décidé de m'attaquer aux choses qui posent problème dans notre pratique néonatologiste, le CMV, le toxoplasma, le parvo, la rubéole, la varicelle et la syphilis. Et je vais commencer d'emblée par le cytomégalovirus, qui, comme vous savez, est un virus à ADN et c'est l'infection congénitale la plus fréquente. À Rabat, lorsqu'on a commencé à dépister et à avoir la PCR, il y a eu une ascension extraordinaire de nombre de cas diagnostiqués chaque année. La transmission est transplacentaire, mais il peut également être postnatale, via le lait maternel ou encore la salive, etc. La période critique se situe vraiment au premier trimestre. Pourquoi? Parce que c'est à ce stade-là qu'il y a un risque majeur d'atteinte cérébrale. Et puis, le risque existe, même si l'infection est plus tard, parce qu'à ce moment-là, le risque majeur est l'atteinte auditive. Il faut garder en tête que c'est un virus qui a un tropisme neuroépithélial, qui peut également atteindre l'épithélium cochléaire, le foie, le rein et le placenta. Alors, j'aurais aimé qu'il y ait des collègues obstétriciens dans la salle parce que, parlant d'embryophytopathie, tout se joue pendant le suivi de grossesse. Et plus on a bien fait à ce moment-là, plus les choses seraient plus simples après l'accouchement. En fait, la suspicion, devant une suspicion d'une infection CMV chez une femme enceinte, on doit confirmer le diagnostic et surtout chercher des anomalies échographiques qui peuvent intéresser le cerveau, notamment sous forme de ventriculomégalie ou de calcification ventriculaire, mais on peut aussi avoir un retard de croissance intra-utérin ou anasarque. Théoriquement, lorsque on confirme l'infection maternelle, il faut faire une amniosynthèse, mais il y a des règles. Il faut la faire généralement au-delà de 21 semaines de grossesse et au-delà de 6 à 8 semaines après l'infection maternelle. Et lorsqu'on met en évidence par PCR le CMV, alors là, on parle d'infection fœtale confirmée. Et dans ce cas-là, il faut traiter la mère. Et le traitement est bien codifié et il répond à un protocole bien connu. Alors, j'aime le placenta et en fait, lorsqu'on confirme le diagnostic chez la mère ou lorsqu'on doute sur le diagnostic chez le bébé, chez le fœtus, il faut penser à faire l'étude placentaire et l'examen peut être confirmé tout simplement par PCR sur le placenta. À la période néonatale, quels sont les signes cliniques qui peuvent orienter vers un cytomégalovirus? Il faut savoir qu'il n'y a que 10 à 15% en réalité qui seraient symptomatiques. Sous forme d'hypercholestatique, de thrombopénie, de microcéphalie, de calcification périventriculaire ou d'hépatosplénomégalie. Et dans la majorité des cas, les formes seraient asymptomatiques. Mais dans 10 à 15% des cas, ces formes asymptomatiques comportent un risque majeur auditif plus tard dans la vie de l'enfant. À la naissance, donc selon le contexte, on sera amené à faire des examens que les guidelines ont bien spécifiés depuis quelques années. Et il est connu qu'à la période néonatale, le gold standard, mais à condition que ce soit fait pendant les 3 premières semaines de vie, c'est un prélèvement urinaire tout simplement qui va permettre par PCR de confirmer le diagnostic. On peut le faire aussi sur salive, mais il faut faire très attention. Ça doit être à distance de la tétée, parce que s'il y a le CMV dans le lait maternel, ça va être un facteur de confusion. Après, lorsque l'on confirme l'atteinte, eh bien, il faut faire une numération formule, un taux de plaquettes, un bilan hépatique,
et puis surtout une imagerie cérébrale, et puis un examen ophtalmo, sans oublier les potentiels évoqués auditifs. La classification actuelle des infections à cytomégalovirus, c'est celle de l'American Academy de Pédiatrie depuis 2024, qui classifie la pathologie selon, malheureusement, il y avait des couleurs ici qui ont disparu, c'est pas grave. Donc, en fait, les symptomatiques sévères, c'est ce qui est en rouge normalement, c'est là où il y a une atteinte systémique du système nerveux central. Puis ce qui est en vert, ce sont les symptomatiques modérés, c'est tous les autres symptômes en dehors du système nerveux central, puis les asymptomatiques avec des anomalies subcliniques, telles qu'une cétolyse, une thrombopénie, mais sans vraiment de signes cliniques. Et puis, il y en a qui sont totalement asymptomatiques, qu'elles soient cliniques ou subcliniques. Et à partir de là, la prise en charge va dépendre de la classification. Comment on a classifié l'enfant? Dans les formes symptomatiques avec atteinte du système nerveux central, les guidelines disent soit le valganciclovir, qui est la forme orale du ganciclovir, mais c'est 6 mois de traitement, ça n'existe pas au Maroc. Soit à ce moment-là, l'alternative, c'est le ganciclovir, c'est ce qu'on a au Maroc, par voie intraveineuse. Après, dans les formes symptomatiques, mais sans atteinte du système nerveux central, là aussi, le traitement est hautement recommandé, notamment lorsqu'on a une atteinte hépatique, thrombopénie, etc. Les formes asymptomatiques avec atteinte subictérique, le traitement serait discuté. Généralement, on va traiter surtout si on a un doute sur une atteinte auriculaire, donc auditive, ou bien si on a des anomalies à l'IRM. Et puis pour les formes totalement asymptomatiques, généralement, il n'y a pas de traitement, mais il faut absolument qu'il y ait un bon suivi audiologique et neurodéveloppemental. Je vous ai mis ici les éléments de suivi de toutes les façons. Retenons bien que l'infection à cytomégalovirus va nécessiter un suivi au long cours chez tous les bébés, qu'on les ait traités ou pas, parce que malheureusement, il y a beaucoup de risques. La prévention, c'est bien sûr l'hygiène des mains, c'est le non-partage des tétines, des vibrants. Mais vous savez qu'au Maroc, on adore embrasser les bébés sur la bouche. C'est l'une des choses essentielles qu'on n'arrête pas de répéter également aux parents. Et puis chez les femmes séronégatives, il faut bien les sensibiliser, les informer. À ce jour, pas de vaccin. Il y avait un vaccin candidat, mais qui a été arrêté ou retiré en 2025. Alors le pronostic, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste surtout sur les facteurs de pronostic défavorables qui, comme vous les voyez, sont les atteintes neurologiques. Après, n'oublions jamais ce risque auditif qui va nécessiter un suivi au long cours. Et là, j'ai bien souligné que la surdité tardive est un risque majeur devant toute infection CMV, toute infection CMV congénitale, ce qui va nécessiter un suivi au très long cours. Je ne vais pas faire les cas cliniques pour rester dans mon timing et je vais passer au point à forte valeur pédagogique pour cette entité. Il faut savoir que le pronostic est péjoratif devant les signes neurologiques auditifs. 70 à 80% sont asymptomatiques, attention à leur suivi, et que 10 à 15% développeront une surdité tardive si on ne fait pas attention. Et puis l'IRM est plus sensible que l'échographie. Je ne vois pas notre ami radiologue. Là, l'échographie est importante, mais n'est pas d'une grande aide. Et le CMV est la première cause d'infection congénitale dans le monde. Je passe à la toxoplasmose, qui est due au toxoplasma gondii. C'est un transfert transplacentaire et on sait bien que précocement, le risque est majeur, enfin, de malformation d'atteinte sévère, mais la transmission est faible. Et tardivement, c'est l'inverse. Alors, le diagnostic maternel va se faire par IgG-IgM, avidité aussi. On a avec le professeur Mrabat qui va expliquer cette histoire d'avidité dans laquelle je me bourre souvent. Je lui pose toujours la question, mais j'oublie chaque fois ce qu'il m'a raconté. Donc, on va lui demander de vous expliquer ça. Alors, la PCR, ce liquide amniotique, de la même façon, va être faite au-delà de 18 semaines, mais 4 semaines après avoir diagnostiqué l'atteinte fœtale. Et puis surtout, là aussi, lorsqu'on confirme la séropositivité, on démarrera la spiramycine. Et lorsqu'on confirme l'atteinte fœtale par PCR, il faut démarrer le traitement maternel par pyrimétamine, sulfadiazine, qui, vous savez, n'existe pas au Maroc. Et donc, il faut qu'on le commande d'ailleurs. Alors là aussi, l'étude placentaire est extrêmement importante
parce qu'il va permettre, surtout dans les cas où on a des soucis d'interprétation des bilans, où on n'a pas fait le liquide amniotique, de confirmer le diagnostic. Alors, vous savez aussi que la toxoplasmose congénitale peut comporter des signes précoces ou des signes tardifs. Il a aussi le risque majeur devant les formes totalement asymptomatiques et la choriorétinite qui peut se réveiller à n'importe quel âge. Alors, lorsque on a un doute sur une atteinte chez la mère et qu'on n'a pas pu faire la PCR, c'est souvent le cas chez nous, eh ben, on doit absolument faire le dosage des IgM, IgA chez le bébé et surtout faire l'échographie transfontanélaire, voir si on doute à l'échographie une IRM cérébrale, un fond d'œil et puis l'hématologie, une numération formule et aussi un bilan hépatique. Là aussi, la prise en charge néonatale va dépendre de la classification. Et la classification est bien codifiée également. On a les formes sévères à partir du moment où il y a une atteinte neurologique, notamment sous forme d'hydrocéphalie, de calcification, encore une choriorétinite sévère ou encore une forme septicémique avec hépatosplenomégalie. Là, c'est un traitement systématique de 12 mois. Lorsqu'on a des formes modérées, même avec choriorétinite et des petites calcifications limitées, les guidelines vont également vers traiter 12 mois. Et lorsqu'on a des formes asymptomatiques, avec juste une infection sorologique, la majorité des auteurs et des guidelines vont également vers indiquer un traitement de 12 mois pour protéger l'œil. Et puis, c'est les non-infectés qui vont juste nécessiter un suivi neurologique, un suivi sérologique, et tous les patients traités doivent être correctement surveillés. Le pronostic va dépendre évidemment de l'âge de l'infection, de l'atteinte existante, mais on doit garder en tête le CMV, c'est l'oreille, la toxoplasmose, c'est l'œil, qu'il faut absolument surveiller l'œil de façon prolongée. Et la prévention, vous avez tous de quoi ça tourne. Le parvovirus B19, c'est un virus à ADNA qui a un tropisme érythroblastique et donc le risque, c'est vraiment une anémie sévère chez le fœtus et c'est pour ça que le diagnostic anténatal est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va éviter la nasarque, ça va éviter la mort fœtale si on fait une transfusion intra-utérine. Et justement, quand est-ce qu'on doit suspecter une infection à parvovirus B19 chez une femme enceinte? C'est lorsqu'elle est exposée à une infection en crèche, c'est lorsqu'elle est exposée à une épidémie communautaire, c'est lorsqu'elle fait des arthralgies bilatérales fébriles avec rash érythémateux, et lorsqu'on trouve une anasarque à l'échographie. Et là, la guideline principale est d'aller checker l'artère cérébrale moyenne. Si on a une artère cérébrale moyenne avec une vélocité qui dépasse 1,5, il faut absolument penser à l'anémie fœtale. Et là, si on n'indique pas en urgence une transfusion fœtale, le décès fœtal est malheureusement le risque majeur. Alors, les signes cliniques sont principalement l'anémie ou l'hydrops lorsque l'atteinte a été sévère et le diagnostic est fait sur la base de la PCR parvovirus B19, mais cette fois-ci sur le son. Bien sûr, il faut faire les autres bilans. Et le traitement, là, est purement symptomatique. Il n'y a pas de traitement spécifique pour le parvo B19. Alors maintenant, ce qu'il en est pour la ruvéole congénitale, merci, c'est gentil, vous me faites courir derrière le timing, le marathon. La ruvéole congénitale, là aussi, en fait, c'est un virus à RNA. Et le problème, c'est qu'il a un grand tropisme pour les cellules endothéliales et neuronales, ce qui explique les malformations multisystémiques qu'il peut entraîner. Alors, en anténatal, on va confirmer l'infection par une séroconversion des IgM positifs, et là encore, l'avidité a beaucoup d'intérêt. Et lorsqu'on a une infection très précoce, il y a des risques majeurs de malformation. Le placenta est intéressant pour le diagnostic. Chez le nouveau-né, la triade diagnostique, c'est une cataracte congénitale, cardiopathie congénitale, notamment canal artériel, persistance pulmonaire, mais on peut avoir une CIV-CIA, et une surdité neurosensorielle qui malheureusement là aussi peut apparaître tardivement. Alors là, plusieurs organes peuvent être atteints, je ne vais pas m'étaler dessus. À la période néonatale, le diagnostic se fera par PCR qu'on fera sur prélèvement pharyngé ou aussi sur échantillon d'urine. Et on fera bien sûr le reste des bilans à la recherche de l'atteinte systémique. La prise en charge là aussi est purement symptomatique. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais il faut savoir et également mettre en place un suivi ophtalmologique de façon prolongée parce
et un suivi ORL aussi audiologique de façon prolongée. Malheureusement, plus l'infection est précoce, plus le risque est sévère. Et là aussi, normalement, on ne devrait pas avoir d'infection congénitale parce qu'un vaccin existe. Alors, le cas clinique, je passe. La varicelle, je me suis concentrée sur la question qui nous est souvent posée par les collègues obstétriciens. Quoi faire devant une femme qui fait une éruption, soit dans les 5 jours avant l'accouchement, soit dans les 2 jours qui suivent l'accouchement. Alors, c'est là, au fait, où le risque d'atteinte du bébé, une fois qu'il est né, est importante. Alors, généralement, malheureusement, lorsque l'infection a été beaucoup plus précoce durant la grossesse, on peut avoir des formes sévères, mais je ne vais pas me concentrer dessus. Là aussi, le diagnostic peut être fait par PCR. Le reste des bilans, c'est pour chercher les atteintes d'organes. Et le traitement est en fonction de quelle varicelle nous parlons. Lorsque nous parlons de la forme périnatale, les guidelines disent si on donne les immunoglobulines spécifiques anti-varicelles dans les 96 heures après l'accouchement, on n'a pas besoin de donner la cyclovir. On ne les a pas. Donc, en fait, dans ce cas-là, il faut donner la cyclovir pendant 10 jours. Malheureusement, c'est un traitement par excès parce qu'on n'a pas les immunoglobulines, les autres formes. Les guidelines sont clairs également. Alors, la syphilis congénitale a connu malheureusement une hausse marquée depuis 2018. Et c'est une pathologie là aussi qui est totalement accessible chez le bébé à la prévention si on fait un bon suivi maternel, une bonne prise en charge maternelle. Et on doit retenir un élément primordial. Le seul traitement validé par toutes les guidelines, les essais cliniques, c'est la PNIG. Tout le reste, c'est point d'interrogation parce que j'entends parfois dire pourquoi pas Triaxone, pourquoi pas. Je vais vous dire si on pose des questions, quand est-ce qu'on peut les donner. Alors là aussi, normalement, ça doit être un dépistage universel chez toutes les femmes, le plus tôt possible. La première visite, il faut répéter parce que ce n'est pas une maladie immunisante. On peut traiter, il peut se réinfecter. Et les algorithmes pour le prénatal existent au nombre de 2, soit les traditionnels, soit les inverses, très rapidement. L'algorithme traditionnel, on commence par le VDRL. Et si le VDRL est positif, on fait le TPHA. Et ensuite, si le TPHA est positif, c'est qu'on a confirmé la syphilis. C'est ça l'algorithme traditionnel. L'algorithme inversé, on commence par des tests rapides de type ELISA. S'ils sont positifs, pourquoi? Parce que généralement, les pays développés font l'algorithme inverse parce qu'ils font un dépistage de masse. Et une fois qu'on a un ELISA positif, on passe au VDRL quantitatif. Et si elle est positif, on passe au TPHA. De toutes les façons, les deux algorithmes, voici un peu comment on peut les interpréter. Lorsqu'on fait un algorithme traditionnel, VDRL positif, TPHA positif, c'est une syphilis active. VDRL positif, TPHA négatif, ça peut être infopositif durant la grossesse, l'auto-immunité. VDRL négatif, TPHA positif, c'est une infection ancienne. Les deux négatifs, absence d'infection. Lorsqu'on fait le dépistage inverse, on commence par le test rapide, c'est le VDRL positif avec TPHA négatif, c'est une infection active. Lorsqu'on a le test qui est positif, mais le VDRL négatif et le TPHA seul qui est positif, c'est ancien. Et lorsqu'on a le test rapide positif et le reste négatif, c'est que c'est une fausse positivité. Et donc, les guidelines sont très clairs dans l'interprétation. Si je veux résumer, l'importance des tests tréponymiques, c'est de dépister l'exposition, et l'importance du test non tréponymique, c'est de dépister l'activité et la décision thérapeutique. Les deux algorithmes sont intéressants, essentiels, de savoir les interpréter. Mais de toutes les façons, là aussi, le plus important pour nous, néonatologistes, c'est de correctement traiter les femmes. Parce qu'à partir du moment qu'on a bien traité les femmes, on est censé avoir des bébés indemnes. Et les guidelines pour traiter les femmes sont bien clairs. Le placenta là aussi est intéressant. Alors, par rapport au nouveau-né, on peut avoir une syphilis précoce, comme on peut avoir une syphilis tardive. Et le bilan néonatal va être basé là sur le VDRL quantitatif néonatal qui va être comparé à celui de la maman. On va retenir le diagnostic positif lorsque ce test sera supérieur 4 fois le titre de la mère. Ça, c'est très important.
Et à partir de là, on va faire le reste. On peut là aussi discuter quand est-ce qu'on fera les radios, etc. Alors, la classification clinique a été faite par CDC et par l'American Academy de Pédiatrie là aussi. La pathologie classifiée en confirmé probable, possible, moins probable et en syphilis congénitale peu probable. Je vous ai expliqué un petit peu les 4 classifications. La congénitale confirmée, c'est tout nouveau-né qui a un examen clinique anormal, compatible avec une syphilis congénitale, qui a un titre sérologique non tropénémique quantitatif sérique 4 fois supérieur à celui de sa mère et qui a un test enfant noir positif ou une PCR positive du placenta, du cordon, des lésions ou des liquides corporels. Et donc, si on a confirmé le diagnostic, c'est une syphilis, il n'y a pas de doute. Après, la congénitale possible, c'est lorsqu'on a encore une fois les titres 4 fois supérieurs à ceux de la mère, mais la mère n'a pas été traitée ou a été traitée de manière insuffisante ou ne possède aucune preuve de traitement, ou que la mère a été traitée par l'érythromycine parce qu'il est allergique à la pénicilline, sachant que ce n'est pas un traitement validé, mais le bébé dans ce cas-là n'est pas traité. Ou encore, lorsque la mère a reçu le traitement recommandé, celui-ci a été initié moins de 30 jours avant l'accouchement. On parle de la syphilis congénitale moins probable lorsque les titres sont inférieurs à 4 fois ceux de la mère et que la mère a été traitée pendant la grossesse, mais le traitement est approprié au stade de l'infection et qu'il a été initié plus de 30 jours avant l'accouchement et que la mère ne présente aucun signe de réinfection et finalement les syphilis congénitales peu probables lorsqu'il n'y a rien de tous les signes précédemment cités. Alors là aussi, les guidelines de prise en charge sont clairs. Ils dépendent bien sûr du cas et du niveau d'infection et le pronostic et le suivi sont nécessaires parce qu'il est très important de mettre en place un suivi neurologique et on doit s'attendre à la négativation des bilans en moins de 12 mois. Comme vous savez, la prévention passe par un dépistage universel et par un traitement correct de la femme, mais aussi de ses partenaires. Ici, je vous ai résumé tout le protocole de prise en charge concernant la syphilis congénitale, aussi bien la prise en charge de la mère que la prise en charge du nouveau-né, parce que, à mon sens, c'est fondamental. Il y a souvent beaucoup de questions qui se posent par rapport à cette entité. Et je conclue en disant que le diagnostic anténatal précoce, je réussis toujours mon thème, anténatal précoce est la clé du pronostic, que l'étude placentaire est obligatoire si on veut absolument gérer correctement la prévention par vaccination, par hygiène, par dépistage, selon l'infection en question. Mais en fait, ce que je veux qu'on retienne pour toutes ces affections que j'ai partagées avec vous, le suivi neurosensoriel, neurodéveloppemental à long terme est obligatoire jusqu'à la rentrée scolaire. Je vous remercie. Elle était dans les temps. Par contre, j'ai des petites remarques et des petites choses à dire par rapport aux infections que vous avez soulignées. La première concernant l'infection ACMV, qui est une infection qu'on commence en diagnostic. Excusez-moi. C'est l'infection à cytomégalovirus. C'est une infection qui commence à être diagnostiquée de plus en plus dans le contexte de néonatologie, sur des éléments cliniques, sur des éléments biologiques. Mais l'intérêt, moi je pense qu'il faut parler surtout de l'intérêt du dépistage, et surtout des dépistages des femmes à risque, c'est-à-dire des mamans qui travaillent dans des crèches, des femmes médecins, et qui sont en contact avec les urines des enfants, qui vont être source d'infection par rapport à leur nouveau-né. Donc il faut peut-être instaurer chez nos collègues obstétriciens de proposer une sérologie CMV chez des mamans à risque. La deuxième chose pour la toxoplasmose, c'est pour quand on traite une toxoplasmose congénitale, on se heurte à un grand problème. C'est que la sérologie reste, même après 1 an de traitement, elle reste positive et ne se négative pas, même si correctement traitée, tout en sachant qu'il y a des effets secondaires à ce traitement qui est quand même hématotoxique et qui nous oblige parfois à arrêter et à reprendre. Donc ça, c'est concernant la toxoplasmose. Pour la varicelle, on a eu dernièrement des cas de varicelle néonatale. Et effectivement, comme vous l'avez dit, la prévention serait de traiter par des immunoglobulines, comme ça diminue les risques. Mais malheureusement, on se heurte à ce genre à la non-présence de ces médicaments-là. Par rapport aux autres, effectivement, le parvovirus est surtout vraiment une anémie sévère. C'est des bébés qui naissent en salle de naissance qui sont pâles. Quand on examine, il n'y a rien. Donc il faut penser à faire pas une sérologie, mais là c'est une PCR, avec bien sûr la transfusion oncoglobulaire.
Concernant la rubéole, si on veut parler de la rubéole, c'est la vaccination normalement devrait faire entrer les choses dans l'ordre. Mais après, vous voyez un petit peu la dernière vague qu'il y a eu, donc on a eu quelques cas de rubéole, mais heureusement, avec le traitement symptomatique, on a pu s'en sortir. Et puis enfin, pour terminer, c'est pour la syphilis. La syphilis, nous, à CASA, on voit presque plus de syphilis congénitale, grâce effectivement au dépistage, au centre de santé et chez les gynécos privés. Donc, je vous remercie une deuxième fois et je donne la parole à mes... Je remercie professeur Hilmi, mais je veux rebondir sur 3 points importants. Parce que par rapport à la syphilis, vous avez raison. À Rabat aussi, la dernière syphilis congénitale que j'ai gérée remonte à 2010. Et c'était une forme septicémique. Mais attention, depuis 2010, je vois chaque année une dizaine de femmes qui ont fait la syphilis pendant la grossesse. Et lorsque le bébé naît, il est asymptomatique, mais il est adressé pour prise en charge. Cela, on ne doit pas les perdre, parce qu'il faut faire très attention. J'ai montré que le bébé peut être totalement asymptomatique. Donc, en fait, cela, il va falloir les évaluer et en faire un suivi sérologique jusqu'à 9-12 mois. C'est très important. Il ne faut pas les lâcher dans la nature, parce que souvent, ils sont lâchés dans la nature. Le risque est qu'on les voit à l'âge de 12-15 ans avec une syphilis tertiaire. C'est ça le risque. Donc, ça, c'est le premier point. Le CNV, on a plaidoyé très longtemps pour qu'il soit rentré dans ce qu'on fait comme bilan systématique durant la grossesse. C'est difficile parce que vous savez que les grossesses sont suivies dans les centres de santé et on a le rural également, ils les ont reculés au Maroc. Donc dans un programme de santé publique, aujourd'hui c'est difficile. Mais vous avez parfaitement raison. Donc, les obstétriciens, les collègues doivent être sensibles par rapport aux femmes à haut risque. En l'occurrence, les soignants dans les services de pédiatrie et néonatologie, parce que les urines sont riches et les humeurs biologiques sont riches en CNV et dans les crèches. Alors la rubéole, théoriquement, à partir du moment qu'on a le vaccin RR au Maroc, on ne doit plus voir de rubéole congénitale. C'est vrai que depuis également 5 ans, avec la 2LN, on a mis en place dans la région de Rabat le programme de surveillance du syndrome de la rubéole congénitale. On a 0 cas jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'au Maroc, c'est quelque chose qu'on va voir disparaître aujourd'hui avec la vaccination systématique contre la rubéole des jeunes filles. Maintenant, les grandes, les plus âgées, je pense que le vaccin a été introduit, si je ne me trompe pas, en 99-2000. Donc, donc, on a déjà des femmes qui accouchent à partir de cet âge, mais en fait, les autres, ils ne sont pas couverts. Le reste des remarques, j'y adhère complètement. La relation entre les obstétriciens et les néonatologues. La prise en charge des nouveau-nés. Oui, alors, votre question est extrêmement importante. Je pense que nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts au Maroc aujourd'hui pour mettre en place des guidelines communes. Parce qu'au fait, ce qu'on a depuis longtemps, c'est qu'on a l'impression qu'alors qu'on est le même monde, on a l'impression que le monde obstétrical prêche sa paroisse et le monde néonatal prêche la sienne, et puis on ne se rencontre pas. Mais depuis quand même 4 ou 5 ans, on commence à travailler sur des protocoles communs. On a commencé par la césarienne, et dans le protocole marocain aujourd'hui des indications de césarienne, on a travaillé obstétricien, pédiatre, néonatologiste. On a l'infection néonatale bactérienne précoce comme guidelines également, dans laquelle on a travaillé une néonatologiste avec les obstétriciens. Il y a d'autres protocoles qui arrivent. Dans la pratique de tous les jours, alors ce qu'il y a, malheureusement, on a très peu de concertation anténatale. Très peu. Rares sont les équipes qui viennent chez nous pour dire on a une femme qui a fait une séroconversion, on veut discuter, vous en pensez quoi, on fait quoi. La majorité, c'est après l'accouchement qu'on vient vers nous. Malheureusement, là, il y a une déperdition importante de l'information. Il y a beaucoup d'occasions ratées. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire qui ne sont pas faites. Et donc, c'est un peu compliqué, mais on est en train d'essayer de construire. Je crois qu'on va donner la parole à la salle. S'il y a des questions. À propos de la phétopathie ACMV, ce qui peut aider dans le pronostic des formes neurologiques au 3e trimestre, quand vous avez une échographie où vous avez des calcifications, c'est l'IRM fœtal. L'IRM fœtal, c'est effectivement aujourd'hui où on en a de plus en plus, et c'est quelque chose, on est fréquemment confronté. Repérer des pathologies de la substance blanche avec une hyperintensité sur l'IRM fœtal associée à une polymicrogyrie,
là, vous êtes quand même dans du polyhandicap. Ça permet de préparer la famille à l'accueil d'un enfant qui sera lourdement handicapé. Parce qu'au-delà de la surdité, il aura des troubles moteurs et avec la polymicrogérie, il aura très souvent une épilepsie très, très sévère. Donc l'IRM fœtal peut nous aider dans un pronostic neurologique péjoratif. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que nous recommandons lorsqu'on est concerté à la période anténatale. On a eu 1 ou 2 cas les 2 dernières années où les obstétriciens sont venus dire la femme a fait une séroconversion, vous pensez quoi? Bien sûr, on leur a proposé de faire la PCR sur les liquide amniotique, s'il y a quelqu'un qui l'a fait, mais on a proposé à ce qu'on fasse également une IRM. Je voudrais revenir sur une chose qui a été dite là. Pourquoi dépister le CMV chez des femmes enceintes alors qu'il n'y a pas de traitement spécifique et qui peut se manifester chez le nouveau-né par une hémorragie qu'il faut savoir reconnaître l'étiologie aussi. Mais non, il y a un traitement. Je pense que ma présentation a déjà sauté. Malheureusement, c'est vrai que j'étais très vite, mais lorsqu'on dépiste et qu'on confirme qu'il y a une atteinte au niveau du liquide, enfin, qu'il y a de la PCR positive au niveau du liquide amniotique, il est indiqué dans la guidelines de démarrer le traitement, le ganciclovir, pendant la grossesse. Ça permet de diminuer la transmission au fœtus et ça permet de réduire les risques des lésions neurologiques principalement. Il y a un traitement. C'est ça l'intérêt du dépistage, justement. Il y a un traitement. Je profite pour cette question et je demande l'avis de nos amis français pour qu'ils nous disent un petit peu quelle est l'entrave majeure maintenant qui fait qu'on n'instaure pas le dépistage du CMV. C'est vrai, il y avait cette question de traitement non disponible parce que ce n'est pas éthique de dépister et de ne pas traiter. Et puis, ça a été dit que le dépistage n'apporte rien, n'apporte pas quelque chose de positif en matière de l'évolution de l'histoire naturelle de la maladie CMV chez la femme enceinte. Est-ce que c'est toujours dans le débat, dans les tiroirs, pour pouvoir, le cas échéant, dans le futur, l'instaurer ou pas? Ça, c'est une question qui a été posée dans les débuts des années 2000, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui est éthique, qui est lié, aux différences de culture. En France, ce dépistage se conçoit dans la mesure où, quand il y a un diagnostic certain d'une forme neurologique très sévère, il y a la possibilité d'une interruption médicale de grossesse. Donc, ça se justifie. Après, notre protocole, c'est exactement le même que le vôtre. Vraiment, en tout point, tout ce que vous avez dit, j'y adhère, parce qu'on fait exactement la même chose. Mais c'est vrai que, peut-être toute la différence, c'est que ici, on va préparer l'accueil d'un enfant polyhandicapé. Chez nous, la société n'est pas prête parfois à accueillir un enfant polyhandicapé et on a l'interruption médicale de grossesse qui justifie son mission d'épistage. Alors, professeur, on a eu il y a 10 ans exactement, on nous a demandé de travailler sur, je pense que le président était parmi nous, de travailler sur des propositions où on pourrait discuter en équipe collégiale multidisciplinaire l'interruption médicale de grossesse. Et justement, parmi les listes qu'on a mis, les cas d'embryopathie, on a documenté les lésions sévères qui préparent un polyhandicap. On l'avait mis, mais ce texte est resté au congélateur à ce jour. Donc, Oui, s'il m'a donné. Je vous ramène le micro. Merci. Donc c'est vrai que pour le CMV, pour le dépistage en privé, on trouve des chirurgies positives. Et quand on explique bien les choses aux parents, il y a le Foscarnet et il y a le Cinébrand, donc il y a 2 molécules. Et les parents les achètent, il faut amener donc de l'étranger et on a traité des enfants. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas de traitement sur place qu'on ne va pas traiter les enfants. Donc on n'a pas le Sabrilex, on n'a pas le l'étosuximine, mais on n'a pas l'ospolote par exemple dans le cas de l'épilepsie, mais moi personnellement j'ai une centaine d'enfants traités par ce médicament. Une fois que l'enfant s'arrête de faire les crises, les parents achètent les médicaments, ils les cherchent. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est en Allemagne, en France, qui peut amener les médicaments. mais vous avez parfaitement raison, le CMV on le traite aussi au Maroc. Hein, oui, oui. Et pour la syphilis, donc j'étais interne, ça fait déjà 35 ans, donc j'exagère pas, on recevait chaque jour un minimum
de 10 syphilis par jour. Et dans des formes graves, donc 5 mois, 6 mois, avec le pemphigus, avec la paralysie des membres, des lésions osseuses, avec tout. Et je ne sais pas, est-ce que c'est le dépistage seul qui a permis donc d'arrêter subitement ces cas? Le programme MST, la santé publique également. Il y a un programme MST qui est bien déployé quand même, avec des guidelines bien clairs pour traiter le choc syphilitique, pour traiter la gonocoxie, etc. Je pense qu'il en est pour beaucoup pour ce constat, professeur Medeni. Justement, professeur Barakat, je voulais revenir sur le dépistage de la syphilis. Parmi les guidelines que vous avez cités, il figure que le test VDRL, pour Venereal Disease Research Laboratory. C'est un test qui est non spécifique, c'est un test qui est non très polémique. Et pourquoi il fait partie des guidelines? Pour sa simplicité. Mais en général, si on veut vraiment être dans les règles de l'art, on devrait déployer 2 tests. Un test très polémique, TPHA, et un test non très polémique. Parce que le VDRL tout seul en matière de dépistage ne vaut absolument rien. La seule spécificité du VDRL, c'est lorsqu'il s'agit d'une neurosyphilis. Retenez-le bien. La neurosyphilis, le VDRL est beaucoup plus spécifique que le TPHA. Voilà. Donc c'est pour question de moyens. D'accord? Parce qu'en matière de santé publique, le VDRL peut être pratiqué dans le sens de santé avec des techniciens non entraînés. C'est facile à faire, c'est facile à faire. Par contre, le TPHA, ça nécessite de la technicité. Voilà. Merci. S'il y a des questions. Partagez les questions chez Souad, bien sûr. On est là pour savoir. Ça a suscité le débat. L'avidité. Les pédiatres en général, l'examen clinique des nouveau-nés, on trouve pas rarement les cardiopathies congénitales cyanogennes. Mais malheureusement, on ne fait pas d'autre chose que la surveillance ou bien on adresse chez le cardiologue pour voir. Est-ce que la rubiole entre dans ce cas? Est-ce qu'on doit faire un bilan? Je vais vous dire, votre question est très pertinente. Nous, depuis qu'on a mis en place, qu'on a déployé la surveillance du syndrome de rubiole congénitale, tous les bébés avec cataracte, tous les bébés porteurs de cardiopathie congénitale ont un écouvillonnage pharyngé qui est envoyé à l'Institut national d'hygiène. On le fait systématiquement. Mais je vous assure qu'on le fait maintenant depuis 4 ans, à peu près 0 cas. Docteur Qsso me demande d'expliquer ce que c'est que l'avidité. L'avidité, c'est la capacité des anticorps, en l'occurrence les IgG, à bien fixer l'antigène. L'avidité, en quelque sorte, c'est on mesure la force qu'a les anticorps à fixer l'antigène. C'est en d'autres termes l'ancienneté de production des IgG. Tant que l'avidité est ancienne, donc c'est difficile de le dissocier. Sur le plan technique, comment on mesure cette avidité? On va faire le dosage des IgG, par exemple antitoxoplasmiques, de manière classique, et on refait le dosage en utilisant un produit dissociant, en l'occurrence l'urée 6 molaire. L'urée 6 molaire a comme capacité de faire dissocier l'antigène, la liaison antigène-anticorps, épitope par atome. Si on a une dissociation qui est importante, on va conclure que si les IgG sont de fabrication récente. D'accord? Ça nous renvoie à dire que l'infection n'est pas très ancienne. Mais attention, cette avidité est variable en fonction de l'infection. Ce qui est valable pour le CMV n'est pas valable pour la rubiole, n'est pas valable pour la toxo. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de dire que les IgG ne se négativent pas après traitement de la toxo. Effectivement, les IgG, ces sont-là, ils sont pour toute la vie. Les IgG antitoxoplasmiques maturent très lentement. Donc l'interprétation de l'avidité, c'est en fonction de l'infection. L'avidité de la rubiole mature très précocement. Donc en d'autres termes, ce qui nous intéresse en matière d'avidité de la toxoplasmose, c'est leur valeur prédictive négative. C'est-à-dire lorsque j'ai une avidité supérieure à 70% en matière de toxoplasmose,
ça me permet de conclure à une infection ancienne. Chose n'est pas valable lorsqu'il s'agit d'une infection récente. Je ne peux pas conclure. Là, donc, je te dis, en matière de libiol, lorsque j'ai une avidité faible, je pourrais dire que c'est une infection récente. Donc, si vous avez des confusions en matière d'interprétation, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à contacter vos biologistes. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Donc, l'avidité, c'est la force de liaison de l'anticorps, les IgG, en mesure. C'est l'avidité, c'est valable pour les IgG avec l'antigène. C'est-à-dire, il y a l'avidité. C'est tout. Je vous remercie. J'espère que le message est passé.